Et donc on va revenir à notre cinquième pionnier de l'ergonomie, Jules Ammar. Alors, lui, il a bien failli devenir rabbin, et puis finalement il a préféré faire sa thèse de doctorat sur, je cite, le rendement de la machine humaine. Là on le voit en 1913 sur son vélo pour tester les limites du moteur humain, qui est le titre de son premier livre à succès, qui a eu un grand succès aux États-Unis. Et c'est en 1913, mais c'est aussi, avec Henri Le Chatelier, l'un des deux introducteurs des principes du taylorisme en France. Alors, avec la Grande Guerre, on va en avoir bien besoin de cette rationalisation taylorienne dans l'industrie lourde, sauf qu'il y a un problème de main-d'œuvre. Et parce qu'en plus des morts sur le champ d'honneur, dont on parle beaucoup en ce moment, il y a toute une cohorte de mutilés, plus de 800 000 en 1917, et il va bien falloir les remettre à l'ouvrage, c'est développé. Alors, Jules Ammar se spécialise dans la conception des prothèses pour le travail des mutilés. Alors, pour les manchots, il invente la pince universelle, parce qu'à l'époque, c'est quelque chose qui fait débat. C'est-à-dire le coût des pensions d'invalidité aux frais quand même du contribuable valide est très critiqué. On critique cet assistanat qui démobilise les forces vives de la nation, on prône la remise au travail des blessés, enfin, disons, leur rééducation fonctionnelle par le travail. Alors, pour mériter l'allocation handicapée et retrouver une dignité, est-ce qu'on ne doit pas aussi payer de sa personne, accepter les servitudes du machinisme intégré? Vieux débat, toujours actuel, thèse, antithèse, prothèse. Alors, le mot robot date de 1920. Il a été inventé par l'écrivain tchèque Karel Čapek dans sa pièce Rossum's Universal Robots, qui voit des robots partout prendre peu à peu le pouvoir sur les humains. Alors, étymologiquement, le mot robot, ça vient de robota, qui en tchèque ou en slovène d'ailleurs, signifie corvée, servage, servitude. Alors qu'en russe ou en bulgare, la même racine donne rabota, le travail, dans sa dignité même. Alors, vous voyez comme notre vieux débat, qui parcourt ce cours, le labeur au sens productif ou punitif, se poursuit à l'intérieur de la langue, des langues indo-européennes, je veux dire. Alors, en noir et blanc, la prophétie alarmiste du dramaturge balkanique, et en couleur, la robotisation chez Toyota qui va alléger la pénibilité humaine au Japon à partir des années 90. Mais entre-temps, entre 1920 et 1990, on en est encore au stade fordien, y compris en URSS, la nouvelle patrie d'adoption du taylorisme depuis Lénine jusqu'à Brejnev. Alors, même si le machinisme à marche forcée suscite dans la même période, des réflexes évidemment phobiques. Alors là, vous avez un extrait du film Métropolis. Le type, regardez-le, j'adore. Le type est écartelé sur sa pendule. Hein, c'est les 3-8. Vous voyez les 3-8 là, aux deux sens du terme. Enfin bon, extraordinaire, tout ça se recoupe. Alors, ça débouche dans les années 60, au début des années 60, sur la pensée de George Friedman, un ancien marxiste exclu du PCF, qui va critiquer le point de vue psychosociologique, d'un point de vue psychosociologique, la parcellisation des tâches du modèle fordien. Alors, oui, George Friedman critique le côté répétitif, abêtissant, aliénant même du travail à la chaîne, mais il fait aussi des propositions. Redonner de l'autonomie, de la polyvalence, de la collégialité en bas de l'échelle. Et notez bien son livre, que vous voyez ici dans son édition de poche, ça ressort en 63, je crois, d'ailleurs, son édition de poche, sera un vrai best-seller vendu à près de 100 000 exemplaires.